Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit peu de rangement de mon espace bibliothèque, ludothèque que j'ai emménagé pour mes enfants. Donc en fait, c'est mon bout d'escalier qui fait à peine 3 mètres carrés que j'ai emménagé pour mes enfants pour qu'ils aient leur petit espace à eux, leur étage dédié. Et donc voilà, j'ai mis une petite bibliothèque, des petits sièges confortables. Le petit siège, il me semble que je l'ai acheté sur Amazon. Et sinon, après, j'ai simplement mis un gros nounours avec un petit coussin que j'ai acheté, il me semble, à Action. Et voilà, c'est leur petit espace à eux, mais vous allez voir, c'est un vrai fouillis, ils mettent très vite la bagaille, donc je vais réorganiser tout ça et je vais en profiter pour vous présenter quelques livres et quelques jeux que je trouve intéressants et vous donner mon avis un petit peu sur la littérature jeunesse d'aujourd'hui. C'est donc devant la bibliothèque que je vous retrouve parce que je vais devoir ranger tous les livres parce que mes enfants m'ont mis une pagaille pas possible et je vais en profiter pour vous présenter les références que je préfère pour la tranche d'âge à peu près des 1 an et demi, on va dire 4 ans chez les enfants, donc des livres que vous pouvez retrouver assez facilement et notamment des livres en série et les raisons de mes préférences évidemment. Maintenant que j'ai tout vidé devant moi, je vais en profiter pour prendre un petit peu les livres un à un. Et dès que je vais voir un livre, une référence que j'ai envie de vous présenter, voilà, je vais vous la montrer et m'y attarder un petit peu dessus. La manière dont j'organise mes livres est la suivante. Je rassemble bien évidemment les livres de même catégorie, de même série ensemble. Et j'essaye aussi de répartir dans ma bibliothèque par âge, on va dire, ou par type d'intérêt. Par exemple, mon fils est quand même plus âgé, donc il aime les histoires un petit peu plus complexes. Donc j'ai tendance à rassembler tout ce qui est contes, etc., les contes de Perrault, etc., de son côté. Il a ses propres livres, oui, parce qu'il est fan de la Patte Patrouille, comme beaucoup d'enfants. Il a les livres de la Patte Patrouille qu'on lui a offerts. Tout ça, c'est un petit peu à part, c'est son côté à lui. Quant à ma fille, comme beaucoup de petits enfants, on a une tonne de livres de Petit Loup, notamment. Alors Petit Loup, justement, je vais vous le présenter, parce que j'ai été très agréablement surprise par cette série de livres dont vous avez certainement déjà entendu parler. Alors ce qui est chouette avec Petit Loup, c'est que c'est très accessible, c'est pas de la grande littérature, c'est pas voilà. C'est quand même beaucoup moins bébé et peut-être un petit peu plus fun que Choupi. Et surtout, vous avez aussi beaucoup de produits dérivés de jeux, etc. De jeux de société, de peluches aussi, de jeux qui sont propres à Petit Loup. Et vous avez aussi beaucoup de matériel pédagogique qui fonctionne avec Petit Loup. Moi, je sais que dans mon école maternelle, il fonctionne beaucoup avec ce personnage. Et c'est vrai qu'il y a tout un travail sur les émotions, sur plein de choses. Donc pour les enfants plus petits, pour des choses simples du quotidien, pour les apprentissages du quotidien, etc., je trouve très agréable. Je préfère Petit Loup à Choupi, personnellement. Déjà parce que les dessins sont souvent plus fun, plus complexes. Et les livres d'aventure, parce que vous avez 2 catégories de livres. Vous avez ce genre de livre, qui reprend un petit peu les apprentissages classiques des enfants, que vous retrouvez un petit peu dans toutes les séries de livres. Mais vous avez aussi des livres d'aventure, par exemple. Et je les trouve vraiment très très bien. Les histoires sont quand même assez poussées. Et les textes ne sont pas non plus écrits de façon trop bébé. Vous avez quand même des temps particuliers dedans. Vous avez quand même une façon d'écrire qui, n'est pas la plus simple. Je veux dire, vous comparez l'écriture de la Patte Patrouille, par exemple, et l'écriture de Petit Loup, je préfère largement celle de Petit Loup. On a tendance à partir avec des a priori un peu sur ces livres en série en se disant ouais, il y a un gros marketing dessus, donc voilà, c'est forcément mauvais. Mais je sais que Petit Loup, j'ai été agréablement surprise. Il y a aussi ce côté qu'on retrouve aussi chez Choupi. Je trouve que c'est des livres sains, gentils, en fait. Il n'y a pas des couleurs partout, explosions partout, etc. Et où en plus de ça, ça présente une famille assez stable. Petit Loup, il a une petite sœur, il a son papa, il a sa maman, il a ses grands-parents. Et je trouve ça chouette, je trouve ça sain, entre guillemets. Et je vais vous en parler sur d'autres livres, justement, cette notion de sain et de calme.
et vous donner un petit peu mon avis dessus. Et je pense que les enfants ont besoin de ça parce qu'ils sont tellement bombardés par plein de choses à l'extérieur, d'autres stimuli, etc. Que d'avoir ces livres qui sont tout simples et qui voilà partent pas dans des sujets ultra complexes, c'est agréable. Je précise aussi une chose, si vous souhaitez aménager un coin bibliothèque, je ne sais pas comment sont vos enfants et tout, mais notamment si vous avez des enfants en bas âge qui sont pas très, qui sont pas très délicats, on va dire. Bien évidemment, vous ne mettez pas accessible tous les livres qui sont précieux, difficiles à manipuler, ou pire, les livres que vous avez empruntés en bibliothèque. Nous, on sait que tous les livres empruntés, on ne les met pas là, bien évidemment. C'est nos enfants qui nous demandent ce qu'on peut prendre le livre de la bibliothèque et on les accompagne dans la lecture de ces livres. Et c'est pareil aussi avec tout ce qui va être livre pop-up. Vous savez, c'est les livres que vous ouvrez où il y a plein de cartons, tout ça. Alors autant mon fils, il a toujours été minutieux, même tout petit bébé, tout ça, les livres, il a toujours été très délicat. Autant ma fille, elle a réussi en l'espace d'un mois à détruire des livres que mon fils avait depuis la naissance. Autre livre que je conseillerais à vos enfants, et moi je les adorais petite aussi, et là on va rentrer dans la catégorie des livres où c'était mieux avant, c'est Les Drôles de Petites Bêtes. Je sais pas si vous connaissez certainement parce que c'est très connu. Vous avez à peu près toutes les bestioles. Moi je sais que j'adore parce que c'est des histoires toutes douces, toutes calmes, mais alors il y a un défaut, c'est les éditions d'aujourd'hui, parce que moi j'ai connu Les Drôles de Petites Bêtes, je suis une enfant des années 90, et à l'époque, ça me semblait meilleur. Alors je me suis dit, c'est peut-être qu'une impression, c'est le fait que je vieillis, je me dis, ah c'était mieux avant. Et en fait, j'ai réussi à dénicher dans un vide-maison des vieilles éditions des Drôles de Petites Bêtes. J'en ai une par exemple qui date de l'année 98 et je vais vous laisser juger par vous-même. Hein. Voici une édition récente, donc texte des années d'aujourd'hui, quoi. Et voici édition des années 90, texte dans les années 90. Alors, il n'y a pas que la quantité de texte qui lui a influencé, il y a la qualité de l'image. Alors, dans les années 90, je pense que c'était fait au pastel. Oui, je pense que c'était vraiment fait au pastel. Et à la rigueur, la peinture gouache, c'était vraiment... je sais pas si vous verrez vraiment bien la qualité, mais j'aime beaucoup cet aspect-là, cet aspect assez art traditionnel, art... justement, ça rendait pas effet livre produit à la chaîne. Et maintenant, c'est beaucoup plus épuré, c'est beaucoup plus lisse. Ça perd son charme, ça reste voilà, hein, mais il y a beaucoup moins de détails, beaucoup moins de nuances dans les couleurs. Donc, je vous conseillerais, alors les éditions actuelles, elles sont bien, hein, ma fille adore Chloé l'araignée, je ne sais pas pourquoi, elle est accro à ça. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui était fait dans les années 90, où les textes étaient très riches et ils étaient surtout très qualitatifs. Parce que clairement, les temps utilisés, les phrases complexes qu'il y avait, aujourd'hui, on ne le ferait pas lire à des enfants de moins de 7-8 ans. Et c'est ce qui est extrêmement dommage. Parce que le vocabulaire se fait dans la petite enfance. Et même si vous avez l'impression de lire des choses trop compliquées pour vos enfants, ils arrivent à comprendre. Moi, je lis des contes de Perrault à mon fils, il les comprend très bien. Et il comprend tous les mots. Je lui explique les mots compliqués, mais il les comprend très bien dans le contexte de l'histoire. La petite story time, c'est là que je vais en venir, parce que ça va être le cas aussi pour d'autres livres, pour plein d'autres livres. Je pense notamment à Babar, par exemple. D'ailleurs, les éditions de Babar, les anciennes éditions, se vendent une fortune, parce que c'est une autre qualité, c'est d'autres histoires, ça n'a rien à voir. J'ai travaillé un an dans une école où en fait je gérais la bibliothèque de l'école. C'était une école primaire et cette bibliothèque elle n'avait pas été gérée depuis facilement 20 ans. Et ce qui fait, j'ai dû faire un tri des vieux livres. Donc il y avait des livres des années 90, même 80, j'ai même réussi à remonter jusqu'à des livres des années 70-60. Et donc j'ai passé des heures à fouiner ces livres, parce que normalement j'étais censée trier les livres, mais en fait je me suis perdue dans la lecture de ces livres. Et donc je devais ranger à la place les modernes des années 2000, tout neuf, etc. Et la perte de qualité textuelle, la perte de la qualité des histoires aussi, est énorme. On ne se rend pas compte, mais au fil des décennies, c'est énorme. Une histoire qui allait faire, je dis au bas mot par page, 300, 400 mots, aujourd'hui, elle en fait tout au plus 150, 120.
et en utilisant que des temps simples et des phrases simples. On perd énormément de vocabulaire et on s'en rend pas compte parce qu'on pense bien faire. On achète un livre pour notre enfant, on lui lit une histoire le soir et on se dit que bon, ça lui fait du bien, etc. Et en fait, on pourrait enrichir 3 fois plus son vocabulaire si on lui lisait des histoires plus complexes. Or, elles ne sont plus accessibles, ces histoires. Elles ne sont plus accessibles parce qu'on modifie. C'est une demande, c'est une volonté des éditeurs, parce que c'est une demande des parents aussi, qui ne sont plus aussi capables de lire des choses complexes. Et on simplifie de plus en plus, et jusqu'à atteindre une pauvreté qui est vraiment triste. Je vous assure, les enfants comprennent les histoires complexes. Donc je vous conseille d'essayer d'attraper des vieux livres, et les vieux livres, vous pouvez en trouver à bas prix, si vous faites des vides-maisons, des vides-greniers, parce que les gens n'ont pas forcément conscience de la valeur des choses, ils vident leur grenier, ils ont eu ça dans leur enfance, et voilà. Alors que quand vous allez sur internet, les gens ont tendance à savoir la qualité des vieux livres, et donc à les vendre à des prix largement excessifs. Par exemple, là, sur ces éditions-là, des petites bêtes, vous avez des livres qui sont vendus 30-40 euros, alors qu'aujourd'hui, ils en valent 9, 7, 8. Voilà. Il n'y a pas qu'une pauvreté textuelle d'ailleurs, il y a aussi un changement de société qui est vraiment très 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 affirmé dans les nouveaux livres. Alors c'est pas forcément problématique, c'est très bien pour les enfants qui traversent certaines difficultés, qui ont des contextes familiaux très compliqués. Et j'ai conscience que toutes les familles ne sont pas simples et classiques, mais justement, un petit enfant aujourd'hui qui a un papa, une maman, une famille très très classique, très cliché, tout ça, qui n'a pas un papa qui a des problèmes d'alcoolisme, qui n'a pas un papa, une maman qui, je ne sais pas, fait une dépression, etc. Je trouve qu'il a beaucoup de mal à se retrouver dans le livre d'aujourd'hui. Et j'avais fait ce constat quand j'ai travaillé, donc, comme je disais, en bibliothèque dans une école primaire. En fait, quand on le lit avec un regard d'adulte, on comprend très bien que les livres d'aujourd'hui parlent de dépression, d'alcoolisme, tout ça. Et c'est beaucoup de petits garçons ou petites filles qui deviennent des super-héros, qui ont des super-pouvoirs et qui évoluent seuls. On présente rarement le cadre familial dedans. On sent qu'il est en fond, on sent qu'il est pas sain. Et en fait, voilà, en fait, le petit enfant, il se révèle avoir quand même du potentiel et tout. C'est chouette, c'est pas le souci, mais il n'y a quasiment que ça. Donc aujourd'hui, la reproche principale, c'est des livres trop simples, d'une qualité graphique assez basse. Et quand c'est pas le cas, c'est des histoires qui, voilà, je suis désolée, moi, mes enfants, j'ai pas envie de leur lire ça. C'est bien qu'ils aient conscience qu'il y ait d'autres familles, tout ça, mais je pense qu'ils ont eux aussi besoin de se retrouver dans des modèles un petit peu classiques qui les représentent. Encore une petite anecdote, il y a cela à peu près un mois, je suis allée voir le médecin avec ma fille, et donc dans la salle d'attente, il y avait justement ces fameux livres pour enfants. Alors déjà, c'est très rare d'avoir des livres pour enfants dans les salles d'attente, de plus en plus. Et donc, il y avait 2-3 livres qui étaient posés. Et parmi les 2-3 livres, heureusement qu'il y a mon mari qui travaille dans le milieu un petit peu culturel, etc. et qui connaît certaines références. Parce que moi, j'ai innocemment donné un livre qui traînait là pour les enfants à ma fille. Et en fait, dedans, sous illustration toujours pareil, de monstres et compagnie, en fait, ça illustre un père incestueux. Donc voilà, t'es là, t'es avec ton enfant dans une salle d'attente chez le médecin, t'as 3 pauvres livres qui se battent pour ton enfant, et en fait, il faut que sur ces 5 minutes, il regarde une histoire qui parle d'inceste. C'est bien qu'il y ait des livres comme ça, mais c'est ce matraquage qui est problématique, et je trouve qu'en tant que parent aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver les bonnes références, et voilà, surtout les références modernes. Et c'est pour ça que quand je parlais de Petit Loup et de Choupi, on est d'accord, esthétiquement, surtout Choupi, ça vaut 0, c'est pas de la grande littérature, etc. Mais c'est sain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de... C'est juste un petit enfant qui a son papa, sa maman, sa petite sœur, qui apprend à grandir, à évoluer, et c'est ça qu'on veut pour nos enfants, tout simplement. Dans le même ordre d'idées, j'ai abonné mes enfants à plusieurs magazines. Donc quand ils étaient vraiment petits, ils étaient à Papoum. Et en grandissant, ils sont passés au truc au-dessus, donc ils sont maintenant à Abricot. Mon avis sur ces magazines, parce que en plus on me demande assez souvent à quoi s'abonner, tout ça. Et c'est des discussions qui reviennent souvent entre moments. Parce que c'est pas facile de démêler toutes les éditions et elles se valent pas.
Et en fait, c'est surtout, je dirais, ça dépend toujours pareil, vos critères, ce que vous voulez enseigner, transmettre à vos enfants, etc. Pourquoi moi j'ai choisi Papoum et Abricot? Alors, ils ne sont clairement pas parfaits. Alors, toujours pareil sur les choses que je vous ai dit précédemment, hein, c'est cette pauvreté parfois un petit peu visuelle. Encore que justement ce ne sont pas les pires et c'est pour ça aussi que je les ai choisis, mais aussi la pauvreté textuelle. Alors, c'est pas de la grande littérature et tout. Mais par contre, je trouve, pour avoir feuilleté les autres, vous en avez vraiment beaucoup, hein, vous avez Milan, vous avez... J'ai même plus les noms de toutes les éditions qui font des magazines pour bébés et enfants. Mais c'est vrai que Abricot et Papoum, alors déjà j'aime beaucoup le personnage de Petit Jules dans Papoum. C'est un petit enfant là, tout mignonné, là, tout blondiné. Et c'est toujours le même. À chaque histoire, c'est toujours le même. Il est assez attachant et c'est toujours pareil. C'est ce modèle assez sain, assez classique, assez cadré. Du papa, de la maman, chacun qui a un petit peu ses rôles. Et vous retrouvez ça un petit peu même dans les autres histoires. Hein. Vous voyez bien que les rôles sont assez bien définis, tout ça. Et il n'y a pas de matraquage idéologique sur certaines choses, tout ça. Et j'ai trouvé que dans les autres éditions, c'était assez subtil, mais c'était là. Et encore une fois, j'ai pas envie de matraquer mes enfants à 2 ans, 3 ans, 1 an même, avec des concepts qui ne parlent qu'aux adultes, qui ne devraient les travailler qu'à partir de l'adolescence à la rigueur. Et voilà. Et sachant qu'en plus, voilà, nous, on a nos modèles d'éducation qu'on souhaite transmettre. Et c'est très compliqué, voilà, de trouver des éditions où en fait nos enfants peuvent se reconnaître dedans. Et je trouve que, voilà, Papoum et Abricot sont relativement sains pour ça. Sains selon ma propre définition, parce que voilà, je sais que mes enfants peuvent se reconnaître dedans. Les activités sont assez sympathiques dedans. Généralement, c'est réparti, il y a plusieurs histoires, des petites activités, etc. Si vous n'aimez pas trop l'éducation genrée et compagnie, peut-être que ça ne vous touchera pas et vous n'aimerez pas du tout, parce que justement, ils sont très marqués. Pour vous dire, sur la tranche encore au-dessus d'Abricot, vous avez un magazine qui s'appelle Les Princesses. C'est rose fuchsia, c'est clairement adressé aux petites filles. Moi, ça ne me dérange pas parce que j'ai une petite fille très fille, j'ai un petit garçon très garçon. Et c'est vrai que même dans les histoires, il y a cette répartition de la fille et du garçon qui voilà, est assez marquée, sans tomber dans le sexisme. Hein. C'est pas voilà, les filles elles font le ménage et les garçons ils s'amusent. Non, non, non. Mais voilà, on voit très bien que ça parle aux petites filles et ça parle aux petits garçons. Vous verrez rarement une histoire d'un petit garçon en train de jouer aux poupées. Vous verrez, voilà. Après, c'est votre façon d'éduquer, votre façon de transmettre. Mais moi, voilà, les éditions Fleurus, je trouve qu'elles sont bien pour ça, par rapport à mes valeurs, par rapport à nos valeurs. Mais si vous avez d'autres types de valeurs, vous avez des magazines par exemple qui vont être déjà engagés dans l'écologie, dans des trucs mondiaux, ouverts énormément aux cultures, aux autres cultures dans le monde. Je crois même que c'est Milan, je sais pas si c'est pas Milan, je dis peut-être une bêtise, hein, qui fait carrément un magazine où tous les mois c'est sur la thématique d'un pays. Ça dépend vos ambitions. Nous voilà, on est très entre guillemets traditionnels. Nos enfants, ils ont une éducation tout à fait classique, une éducation qui aurait été qualifiée de tout à fait normale il y a 20 ans. Et je trouve que voilà, cette édition Fleurus, justement, ils n'ont pas trop changé leur ligne éditoriale depuis les années 90. Et je trouve ça très bien. Alors, autre livre que j'aime bien, c'est les Ernest et Célestine. Vous connaissez peut-être le film d'animation parce qu'il a été primé. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup aussi le film d'animation. C'est tout doux, c'est tout calme, c'est très pastel. C'est fait, je pense, les dessins sont faits à l'aquarelle et à l'encre. Et donc là, c'est dans la catégorie, je vous en présenterai un autre aussi un peu comme ça. C'est la catégorie des livres que j'appellerais contemplatifs. C'est-à-dire que c'est pas des livres faits pour l'histoire. L'histoire, elle est banale. C'est souvent la petite fille, Célestine, la petite souris là, qui va perdre son doudou, qui va, je sais pas moi, vouloir faire un gâteau au chocolat et qui va demander de l'aide à Ernest, une sorte de père adoptif. Et c'est des histoires, voilà, les textes sont vraiment pas longs. Les textes sont vraiment pas longs, mais c'est des livres que j'appelle des livres un petit peu poésie. Donc voilà, où tout est dans le dessin, la subtilité des couleurs, la tendresse. Vraiment, voilà, ce rythme calme pour des temps calmes, des temps de repos. Je trouve que c'est des livres qui sont très très bien.
et très joliment illustré et je vous conseille d'ailleurs aussi le dessin animé. Autre série de livres que j'adore là pour le coup, et c'est pareil, ça rejoint Ernest et Célestine, c'est de la pure contemplation mais c'est très détaillé et donc c'est très intéressant de travailler avec les enfants sur la recherche des motifs, etc. C'est La Famille Souris. Alors là, nous, on en a un qui nous appartient, mais sinon on l'emprunte en bibliothèque. Vous le retrouvez, je pense, dans à peu près toutes les bibliothèques parce que c'est quelque chose de très connu. Il y a aussi beaucoup de produits dérivés, notamment si vous allez dans des ludothèques un petit peu style un petit peu Montessori et compagnie. Vous avez pas mal de jeux La Famille Souris et je vous en présenterai un quand je vais aborder la partie ludothèque. Je vous montre un petit peu comment c'est fait. Alors la famille souris, qu'est-ce que c'est? C'est une famille de souris, non, sans blague, qui, en fait, ça se passe, c'est fait par un japonais, donc ça se passe au Japon, et donc ça présente le quotidien d'une famille de souris. Vous avez très peu de textes, et les textes généralement disent des choses toutes simples, du type mamie raconte une histoire à ses enfants, tout le monde s'endort paisiblement, voilà, ça va s'arrêter là. Et en fait, c'est tout dans le détail et dans l'observation du dessin et dans l'ambiance. C'est très poétique. Et j'adore vraiment. Vous regardez dans le moindre recoin des images, vous avez un petit insecte caché, vous avez une petite scène. Alors moi, ce que j'adore, c'est repérer toutes les petites scènes avec les enfants. Par exemple, quand vous allez avoir la mamie qui va coucher les enfants, vous en allez avoir un qui a fait pipi au lit et tout ça. Et tout ça, ça s'observe, ça se remarque, ça se devine. Vous pouvez interpréter les choses comme vous voulez. Et vraiment, j'adore. Et toujours pareil, on est dans un schéma de famille très unie, très solidaire, dans l'entraide, etc. Où tout le monde débarrasse, où les plus jeunes s'occupent des anciens. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup et je trouve ça très sain et ça partage des valeurs vraiment positives. Ensuite, alors là, c'est des livres, visuellement, ils sont pas super qualitatifs parce qu'ils sont produits, je pense, à la chaîne, encore une fois. Mais ils valent le coup niveau prix parce que neuf, ils coûtent dans les 2 euros à peu près, ouais, voilà, 2 euros, 1,99 €. Et ce sont ces éditions-là, alors peut-être que vous avez déjà vu passer, ce sont tous ces petits contes qui sont repris avec les textes originaux. J'en ai acheté une dizaine déjà et c'est les éditions Lito qui font ça. Vous avez tous les contes connus, voilà, toutes les histoires connues, populaires, etc., qui sont repris dans ces petits livres qui font à peu près 5-6 pages. Et donc vous avez les textes souvent originaux conservés, donc pas de simplification, pas voilà. Et je les trouve très bien. Voilà, j'ai pris l'habitude depuis tout petit de lire toutes ces histoires à mes enfants. Et même si les histoires peuvent vous paraître complexes parfois pour des tout petits, je peux vous jurer qu'à quand même ils les écoutent. Les images, c'est pas quelque chose de foufou, c'est fait sur ordinateur, mais c'est pas non plus de la 3D ou voilà. Mais ça permet d'enrichir leur culture générale avec des références qui font partie de notre patrimoine culturel tout simplement. Donc j'aime vraiment beaucoup parce que c'est vraiment pas cher, c'est pour toutes les bourses. Mettre 5 € dans un petit cadeau, autant mettre 5 € dans 2-3 livres comme ça. Et surtout avec des enfants qui abîment tout, qui manipulent tout. Au moins, ils peuvent les consulter librement, c'est au pire 2 €, voilà. Donc, voilà. J'aime bien ces petites éditions, je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, je vous présente ce petit livre. Vous avez peut-être déjà vu ça, c'est toute une série de livres. Nous, on a Un amour de petite sœur. On avait acheté ça quand j'étais enceinte de Diane pour un petit peu expliquer à Adrien qu'il allait être grand frère. Et c'était super. Tout le temps les mêmes codes couleurs, c'est très pastel et c'est tout le temps du rose, du bleu, du jaune. Il y a très peu de couleurs supplémentaires. Et c'est des histoires toutes simples qui racontent un petit peu le quotidien d'une petite famille, donc un petit garçon, une petite sœur et le papa et la maman, etc. C'est le quotidien vu à chaque fois sur le prisme, sous le regard du petit garçon. Donc c'est assez simple, mais c'est aussi très poétique, comme un peu les autres livres que je vous ai présentés. Et en même temps, ça aborde des sujets simples, comme peut l'aborder Choupi ou d'autres livres comme ça. Donc c'est un juste milieu entre le livre qualitatif, un petit peu poétique, avec des jolis dessins, des jolies illustrations, et le livre simple qui aborde des sujets du quotidien. Donc là, c'est la grossesse de la maman, le fait de devenir grand frère, de pas trop trouver sa place, etc. au départ. Et je sais que mon fils adore le regarder tout le temps, ce livre, parce que ça lui évoque vraiment sa relation avec sa petite sœur.
Et c'est pas du tout un regret, cette référence. C'est de Astrid Desbordes et de Pauline Martin. Donc voilà. Ce n'est pas forcément une note très joyeuse, mais elle est nécessaire à aborder. Et je tiens vraiment à vous présenter ce livre parce que il aborde la thématique du cancer. Donc si vous n'êtes pas concerné, ça sert à rien de l'acheter. Encore que je trouve qu'il permet d'aborder aussi la notion de la mort et de la maladie et de l'expliquer à des jeunes enfants. Donc ça peut servir même dans d'autres cadres que le cancer. Mais à la base, c'est dédié pour les enfants qui ont un proche qui subit une chimiothérapie. Et donc je veux vraiment vous le conseiller parce que nous, il nous a énormément aidés. Et à mettre des mots, notamment auprès de notre fils, sur la maladie de sa grand-mère. C'est l'histoire de ce petit hérisson, en fait, qui est très ami avec un vieil arbre, sauf que l'on découvre que cet arbre est envahi par des parasites, donc le cancer, en fait. Et donc un docteur va venir, va lui donner des traitements, et ce traitement va faire perdre toutes les feuilles à cet arbre, va le rendre très faible, très malade. Et donc le petit hérisson va être très triste de voir son copain, voilà. Donc le docteur qui vient guérir l'arbre lui explique qu'il va falloir faire des câlins dans cet arbre, que s'il met des cailloux dans un petit bocal tous les jours, quand le bocal sera plein, normalement le traitement sera terminé. Mais le petit garçon, il se rend compte que quand le bocal est plein, le traitement il continue quand même. Et à la fin, l'arbre va mieux parce que le traitement est terminé. Mais ça laisse une ouverture sur la possibilité que l'arbre meure, ne survive pas. Il me semble qu'il y a une suite à ce livre. Nous, on l'a pas acheté parce que voilà, on aurait dû, ça aurait simplifié les choses, mais c'est vrai que nous, c'était du coup le cancer de la grand-mère de notre fils. Et c'est vrai que ça nous a permis un petit peu de mettre des mots sur sa maladie, sur ce qui risquait d'arriver. Et peut-être que c'est un peu mieux passé grâce à ça. Parce que la mort et la maladie, ça peut être un vrai tabou avec les enfants. Donc ça permet de l'aborder de manière douce. Et voilà, j'ai pas lu le livre qui suit, mais il me semble qu'il y en a un qui aborde le fait, si le traitement n'a en finalité pas sauvé la personne. Donc voilà, je vous le conseille vivement si vous traversez une épreuve similaire. Donc là, pour la partie ludothèque, je voulais juste vous présenter 2-3 jeux que j'ai trouvé vraiment sympathiques avec des enfants allant de 1 an et demi jusqu'à 3-4 ans. Vous les connaissez peut-être déjà certainement, mais c'est vrai que c'est toujours bien si jamais vous voulez faire un cadeau que vous n'avez pas d'idée. Le premier jeu que je vous présente, qu'on a beaucoup utilisé, c'est un miracle qu'on n'ait pas perdu des pièces. C'est mon premier verger. Vous connaissez peut-être déjà si vous avez des enfants qui sont à la maternelle parce qu'ils l'utilisent pas mal des fois pour apprendre les couleurs, tout ça. Nous, on l'a acheté assez tôt. Je l'ai acheté, je crois que mon fils avait même pas 2 ans. Et donc là, on y joue à 3. On y joue avec mon fils et ma fille. Et ma fille, qui a actuellement 2 ans, à peine 2 ans, elle comprend très bien les règles. Donc dedans, vous avez un petit panier, vous avez des fruits en bois. Alors j'aime beaucoup aussi la texture, l'aspect texture, couleur de ce jeu. Et donc vous allez devoir les placer, les fruits sur les petits arbres, comme ça. Les petits arbres par couleur. Et ensuite vous avez un dé, et vous lancez le dé, et à chaque fois, donc c'est chacun son tour. Quand vous tombez sur une couleur, vous pouvez mettre une pomme rouge, là par exemple, dans le panier. Si vous tombez sur le panier, vous pouvez mettre n'importe quel fruit dans le panier. Si vous tombez sur le corbeau, vous avez un petit chemin au début du jeu. Et à chaque fois que vous tombez sur le corbeau avance d'une case. Et je crois que ça fait à peu près 4-5 cases en tout. Et s'il arrive au bout, avant d'avoir réussi à mettre tous les fruits dans le panier, tout le monde perd. Soit tout le monde perd, soit tout le monde gagne. Donc très adapté pour les petits, pour les raisons. Alors déjà, association, couleur, forme, ensemble. Puisque vos enfants vont être obligés au début de rassembler les mêmes pommes, tout ça dans le même ensemble. Donc apprentissage du concept de groupe. Ensuite, apprentissage bien évidemment des couleurs. Vous pouvez aussi vous amuser à compter avec vos enfants. Et ensuite, voilà, apprentissage de la coopération. Les enfants, au début, il ne faut pas les frustrer avec les jeux en leur faisant comprendre qu'ils ont perdu, etc. Ils se sentent notamment plus en confiance si au pire ils perdent avec vous. Vous perdez tous ensemble, vous prenez ça à la rigolade. Mais au début, c'est pour ça que généralement tous les jeux en dessous de 3 ans, 3-4 ans sont coopératifs et pas en duel. Au début, il vaut mieux éviter parce que sinon c'est des crises et c'est des frustrations et personne ne passe un bon moment.
Ensuite, il y a ce jeu. Pareil, c'est un jeu de coopération. Tout le monde gagne, tout le monde perd. C'est le préféré de ma fille, celui-là. Vous avez un petit igloo que les petits animaux vont devoir rejoindre. Vous avez une banquise où les animaux commencent dessus. Vous avez 4 petits animaux. Alors, vous avez un loup, un pingouin, un lapin, je crois. Voilà. Et ensuite, vous avez un pont. Alors, en fait, c'est une plateforme sous laquelle vous allez mettre des glaçons, en fait. Il y en a 6 en tout glaçons. Et c'est un peu comme le corbeau, vous avez un dé à lancer. Et en gros, les animaux doivent passer de la banquise jusqu'à l'igloo en passant par le pont. Donc, pour aller sur le pont, il faut que vous tombiez sur la face du dé du pont. Pour aller dans l'igloo, et il faut que tous les animaux à la fin soient dans l'igloo, il faut que vous tombiez sur la case igloo pendant qu'un animal est sur le pont. Mais si vous tombez sur la case glaçon, vous enlevez un glaçon du pont. Donc si vous enlevez les 6 glaçons du pont, il n'y a plus de pont, tous les animaux tombent à l'eau. Si jamais le pont s'effondre et que tous les animaux n'ont pas rejoint l'igloo, tout le monde a perdu. Ensuite, les Natans font pas mal de petits jeux tout simples, les lotos, les mémos, tout ça. Donc ça c'est chouette pour travailler le concept de paire, mais aussi pour travailler les animaux, le vocabulaire, tout ça. Donc vous pouvez très bien jouer avec avant même que votre enfant ait 2 ans. Chose qu'il faut avoir je pense, chez soi, parce que c'est des jeux tout simples qui servent toujours et qui occupent. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure quand je vous ai présenté le livre. C'est les jeux La Famille Souris. Il y en a plein de jeux, des produits dérivés. Vous les retrouvez généralement toujours pareil dans les magasins un petit peu, j'ai envie de dire un petit peu bobo, tout ça. Celui que j'ai, il fait énormément travailler l'observation. Vous avez en fait, je crois qu'il y a 4 plaques en tout. Des plaques qui reprennent les illustrations de La Famille Souris, comme vous voyez, très 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 denses. Et vous avez des jetons que vous devez replacer sur une plaque. Vous avez les images et vous devez retrouver sur la plaque où c'est qu'est l'illustration. Vous avez aussi des jetons qui vont être un peu plus descriptifs. Par exemple, ça. Vous avez marqué dessus, c'est bleu. Donc l'enfant doit trouver quelque chose qui est bleu dans l'image. Nous, c'est vrai que nos enfants adorent La Famille Souris. Ça occupe vraiment. Juste, voilà, si vous avez des enfants en bas âge, bien évidemment, vous les faites sous surveillance parce que les jetons sont assez petits. C'est pour ça que je ne les mets pas accessibles en permanence, car les jetons sont assez petits. Et si c'est pour passer mon temps à les retrouver partout, à droite, à gauche, voilà, c'est juste infernal. Mais il y en a plein, hein. Je sais qu'il y a des lotos à La Famille Souris. Je crois qu'il y a un jeu des 7 familles de La Famille Souris. Et il y a plein de petits jeux aussi, voilà, de cherche et trouve. De La Famille Souris. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette petite présentation de la bibliothèque, petit peu ludothèque, vous a plu. Bien évidemment, je ne vous ai pas présenté tout ce que j'ai lu à mes enfants, tout ce que j'aime, parce qu'en plus de ça, on va régulièrement à la bibliothèque, elle est collée juste à l'école de mon fils. Mais c'est vraiment des livres que vous pouvez retrouver facilement près de chez vous, et que voilà, vous pouvez facilement lire à vos enfants. Et j'ai voulu surtout présenter des livres un petit peu en série, sauf le dernier là sur le cancer, parce que je trouvais important de l'évoquer au cas où vous veniez à traverser ce genre d'épreuve. J'aimerais aussi avoir votre avis en commentaire sur la littérature jeunesse d'aujourd'hui. Quel est votre ressenti? Est-ce que vous aussi vous avez l'impression que c'était mieux avant? D'ailleurs, je pense que ce n'est pas qu'une impression, et ça serait intéressant d'accorder une vidéo entière sur cette comparaison du avant-après, notamment en termes d'éducation et de propositions de matériel pédagogique, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me suggérer d'autres sujets si cela vous intéresse. Et je vous dis à très bientôt.